Hop. Prêt les gars. 3, 2, 1. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Bisport, saison 10, toujours sur LBS FM, votre web radio associative. Je suis très content parce que ça fait longtemps, très longtemps que l'on n'a pas fait d'émission sous ce format-là. Je crois que c'est la première de 2025, même si je dis pas de, bêtises. Et ce soir, je suis accompagné des référents sport d'LBS FM. On peut le dire aujourd'hui. Yanis et Steven, comment vous allez les gars ? Ça va, et toi, ça va, ça fait plaisir d'être là. Ouais, bah oui, ça fait plaisir. Ça fait un long moment. Exactement. Parlons de votre podcast. Là, vous avez sorti déjà 2 épisodes. Parole, comment vous l'appelez ? Parole de Champ. Ouais. Parole de Champ, Ouais. voilà. 2 invités déjà. Les podcasts disponibles bien sûr sur notre Spotify LBS FM, mais aussi sur YouTube où vous pouvez regarder l'intégralité des interviews. On a eu Jérémy Fischer. Ouais, qui a un parcours Ouais. quand même assez atypique. Il est passé par la case prison. Après, il a commencé les sports de combat très tardivement et il a une très très belle histoire. Et on a eu Faisal, analyse vidéo des U19 de Valenciennes, qui est aussi un parcours assez atypique. Lui qui était cuisiné initialement et ouais, c'est une belle histoire et ça permet aussi de mettre la lumière sur des parcours assez atypiques et sur des parcours peu connus comme le métier d'analyse vidéo. C'est pas forcément quelque chose de courant. Ouais. Et c'est des métiers en vogue aujourd'hui, on le voit avec toutes les données et l'élargissement aussi des staffs techniques. Donc on voit que l'analyste vidéo prend une grande place et ça sert à toutes les équipes. Donc n'hésitez pas à aller checker ces épisodes menés de main de maître par Yanis et Steven. Et mise en relation de Steven, les deux. Le carnet d'adresse, c'est le carnet d'adresse de Steven. C'est le carnet d'adresse de Steven et on en profite sur LBS FM, c'est cool. Au programme de cette émission, les gars, on va parler Ligue 1 pour commencer. Alors, le titre, c'est quasiment fait, c'est voire même fait. Le PSG, avec 21 points d'avance sur Monaco, est quasiment champion. Mais par contre, derrière, sa bataille très dure. Pas mal d'équipes, voilà, la lutte pour cette 2e place et voire même la 3e, parce que techniquement, la 2e et la 3e, c'est pareil, c'est une place en Ligue des Champions. Par contre, on le rappelle, la 4e, elle, donne accès à un barrage. Donc, ce qui rend un peu plus compliqué la qualif en Ligue des Champions. On va parler un peu de ça. Deuxième sujet, on va aller en Espagne, la Liga, le championnat préféré de Steven. Je sais pas pourquoi je dis ça. On va parler de la lutte entre le Real et le Barça. Voilà, une lutte haletante. 3 points d'avance pour le Barça actuellement. Le championnat qui est loin d'être fait en Espagne. Et puis, on va parler bagarre. Et qui dit bagarre dit Yanis, bien évidemment. On va faire un point sur le MMA, l'actualité du MMA. Et puis, il avait un petit coup de gueule à passer sur notre Cédric Doumbé national. Un petit point sur Doumbé. Voilà, qui n'a pas combattu depuis un très long moment. Depuis un an. Un an, voilà. Donc, il avait envie de faire son petit coup de gueule. Je pense que c'est un peu la détresse de quelqu'un qui était fan de Doumbé. Il ouvrait le dossier Doumbé. Je trouve que les gens ils en parlent pas assez là. Dernier combat en mai, l'attaque, les gars, il va faire lol. On en parlera. On va en parler. T'auras la tribune, Yanis, il n'y a pas de souci. Tu pourras déverser ta déception. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc LBSFM, c'est le compte de l'association sur Instagram et sur TikTok. Mais si vous voulez suivre l'émission de sport, c'est le Bisport. Et on est pareil sur Instagram, sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez les gars, on va commencer par notre bonne vieille Ligue 1. 27e journée ce week-end. Des résultats plutôt intéressant à analyser. On va parler un peu de cette lutte pour la 2e place. Il y a eu la victoire de Strasbourg, 4-2 face à l'OL. La défaite surtout de l'OM face à Reims. Petit quiz, dernière victoire de Reims, c'était quand avant ce week-end ? C'était il y a 2 mois ? Ah non, plus. Plus ? Ouais. Oh là là, 4 mois, non. Ouais, t'es pas loin. C'est vrai ? Ah ouais. Mois de novembre, les gars. Leur dernière victoire, c'était au mois de novembre. Voilà. Et ben voilà. Donc, c'est bien de se refaire face à l'OM. Exactement. Monaco qui s'impose lors du derby face à Nice 2-1. Voilà pour la lutte. Et Lille, bien sûr, qui gagne le derby du Nord. Il y a déjà face à 1-0. 1-0 face à Lens. On salue Ismaël, bien évidemment, qui a dû apprécier devant son petit écran. Les gars, déjà sur ces résultats, comment vous analysez un peu tout ça ? La victoire de Lille, la victoire de Monaco, la défaite de Marseille, la victoire de Strasbourg qui s'invite un peu
à la lutte. Juste peut-être avant de vous donner la parole, un point classement quand même, pour que nos auditeurs puissent se situer. C'est Monaco qui a récupéré la deuxième place avec 50 points, Marseille 3e avec 49 points, et derrière on retrouve Nice et Lille 47, Strasbourg 46 et Lyon 45. Voilà. C'est quand même très très serré, donc voilà. Vous en pensez quoi un peu de ce qu'on a vu ce week-end et cette bataille pour la deuxième place? Pour moi, là, Monaco, ils sont quand même... Je trouve que dans on va dire la quête à cette deuxième place, Monaco, on va dire, c'est les plus réguliers, même s'ils n'ont pas toujours répondu présent contre les gros morceaux. Je pense notamment, ils sont bien fait laver contre Paris. Il me semble qu'ils ont perdu contre Lille, de mémoire. Donc, mais en termes de régularité, si on prend les résultats dans sa globalité, Monaco, c'est les plus réguliers. Ils ont peut-être l'effectif aussi. Peut-être pas individuellement si on compare par rapport à Marseille, mais on va dire sur le plan collectif, il y a quand même une bonne cohérence avec les Akliouche, Ben Seguir, Zakaria, le capitaine. Il y a une bonne cohérence d'équipe. Moi, je les vois en tout cas prendre cette deuxième place, même si c'est ultra serré. On a aussi les U23 que je pense que tout le monde kiffe là, de Strasbourg. Les U23 de Strasbourg. Ah ouais, c'est une équipe de minots. Il y a que la moyenne d'âge, elle doit tourner autour de 20-21 ans. Et eux, ce qu'ils produisent, franchement, c'est très très fort. C'est très très fort. Même si, bon, comme on en parlait, malheureusement, c'est un peu le problème de la Ligue 1, c'est que ça me fait penser un peu à Lens quand ils avaient fait une très grosse saison, c'est qu'on risque de les perdre la plupart. Mais en tout cas, sur cette saison-là, Strasbourg, ils peuvent faire quelque chose de très intéressant, essayer de toucher l'Europe. Et ça me rappelle le Strasbourg qu'on avait connu il y a encore... où ils avaient joué l'Europe, où ils étaient proches de jouer l'Europe il y a 5-6 ans, avec Ajorc en pointe, etc. Julien Stéphan, quand Julien Stéphan était l'entraîneur, je crois que c'était 2021-2022, où ils font 6e, je crois, 6e ou 7e du classement. Ok, même, je crois que c'était un peu avant, non? Non, c'est quand Julien Stéphan a pris. Mais non, Strasbourg, c'est très très fort ce qu'ils font. Ouais. Après, Marseille, c'est la déception, parce que Marseille, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Ils doivent se concentrer sur la Ligue 1. Il y a eu un gros investissement sur la saison. Et aujourd'hui, ce qu'ils proposent, en tout cas sur les derniers résultats, il n'y a pas une urgence absolue, il ne faut pas non plus en faire des tonnes, mais je trouve ça quand même assez dommage. En tout cas, il y a quand même des déceptions, que ce soit ce week-end, ou encore il y a 1 ou 2 semaines, quand ils avaient perdu 3-0 contre Auxerre. C'était il y a un mois, je crois. C'était il y a un mois, autant pour moi. Et non, Marseille, en tout cas, sur le niveau calibre, quand on regarde l'effectif, non, Marseille, à la base, en tout cas par rapport au contexte de la saison, le fait qu'ils ne jouent pas l'Europe, etc., pour moi, ils devaient viser cette deuxième place. Mais en tout cas, c'est une belle bataille. Moi, je vois bien Monaco vraiment faire la différence. Lyon, ça risque d'être un peu ric-rac parce que s'ils ont la Coupe d'Europe, ils m'ont l'air quand même aussi impliqués dans... Même s'ils ont aussi la profondeur de banc pour enchaîner ces compétitions. Mais en tout cas, moi, je reste sur Monaco. Il y a aussi la déception de Lille. Lille, pour l'instant, qui parfois en Ligue 1... C'est pas régulier. Ça manque de régularité. Lille, un peu, alors qu'ils ont sorti des grosses performances en Champions League. Donc... Ouais, Lille, il y a une petite déception. Trop de force laissée en Ligue des Champions. Hein. Je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Et eux, ils n'ont pas un effectif. Ouais, en fait, il y a un problème de profondeur de banc. C'est pas calibré pour quand tu vois, tu joues avec Bakker en ailier droit. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un manque de profondeur de banc. Mais en tout cas, Monaco, moi, la deuxième place, je reste fixé sur eux. La troisième, je vois Marseille. Et la quatrième, ça va plus se jouer pour Lille. Même si derrière, faire attention à Strasbourg et Lyon. Steven. Alors, déjà, la première chose, effectivement, c'est effectivement qu'on a une bataille, en tout cas, sur cette deuxième, voire troisième place. Mais déjà, sa deuxième place, elle n'est pas faite. En tout cas, mathématiquement, elle n'est pas faite. Donc, elle peut se jouer, effectivement, entre le deuxième et le septième. Brest a un peu décroché, parce que Brest a décroché. Mais Brest, en tout cas, peut quand même accrocher une place européenne, par contre. Ça, c'est mathématiquement, c'est pas... Si Paris gagne la Coupe de France, la septième place est européenne. Ouais. Donc c'est pas. Mais bon, après, là, tu viens de dire qu'ils sont un peu distancés. Brest, 8ème, t'es pas européen. Hein. Oui, c'est chier, mais mathématiquement, c'est pas fini. Ils ont 5 points de retard sur Lyon. Et ils peuvent encore accrocher. Ensuite, effectivement, on se rend compte que certaines équipes, à un moment donné, ont eu des petits trous d'air, comme Monaco ou autres, ou même Marseille, qui n'a pas été constant, mais. Effectivement, on sent que finalement, leurs concurrents directs, personne n'a pu en profiter. Là, quand tu regardes, ils ont, parmi ces 6 équipes là, que j'ai citées, ils sont entre 6 et 8 défaites sur la saison. Ce qui fait que voilà, derrière, il y avait pas mal de matchs nuls ou autres. Donc, il y avait quand même des points à prendre, mais finalement personne n'a su se distancer. Donc on sent qu'au final, c'est pas fait, mais surtout que c'est pas comme Paris, tu vois, c'est qu'on sent pas pour l'instant une équipe qui peut se détacher. Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, Yanis il parlait de Monaco. Effectivement, pour moi, naturellement, j'ai Monaco deuxième, mais finalement entre Monaco. Mais je sais pas pourquoi vous dites Monaco.
Monaco, ça me paraît plus régulier. Vous vous basez sur quoi pour dire que Monaco Pour moi, c'est le plus régulier en termes et la constance, même sur les autres saisons aussi. Ils sont pas si constants que ça. Moi, je trouve quand tu regardes c'est vrai. Ils ont eu des coups de mou contre des gros. C'est vrai. Mais si tu prends la globalité, je les trouve plus constants que les autres. En tout cas, moi, j'ai plus de garanties sur Monaco que Lille ou Marseille pour moi. Alors oui, Marseille, effectivement, on va en parler parce qu'on va faire un gros dossier sur eux tout à l'heure, mais un moyen dossier si tu veux. Mais Monaco, certes, alors ce qui leur a fait beaucoup de bien aussi, c'est Biret, l'attaquant qui est arrivé cet hiver, il change la donne. Le gars enchaîne les buts et ils ont trouvé l'attaquant vraiment qui manquait à cette équipe. Parce que voilà, Mbolo c'est décevant. Balogun malheureusement il a encore sa dernière bonne saison, c'était il y a 2 ans avec Reims. Là il n'a pas réussi à confirmer et là ils ont vraiment un attaquant et je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Et t'as le petit jeune aussi, mais bon, il a un peu déçu en Champions. Non, il était bon en Champions, mais en Ligue 1 il a pas forcément eu il est Nekina. Ouais, voilà. Mais là c'est surtout vraiment Biret qui fait que là Monaco enchaîne, mais il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie, mais là, par exemple, si tu regardes le classement, Monaco est deuxième. Ouais, mais ils sont deuxième maintenant. Là, ils sont deuxième là. Ouais, tu vois, mais ils ont longtemps été 3 à 4, voire 5. C'est ce que je dis, c'est que malgré effectivement ces petits coups de mou que Monaco a eu, comme je disais tout à l'heure, les autres équipes n'ont pas réussi à distancer. Et on sent que les équipes elles-mêmes n'arrivent pas à se distancer par rapport à leurs concurrents directs. Donc là, maintenant qu'on est rentré, on va dire, dans le dernier sprint, et pour moi, je pense que là, les équipes, je pense en tout cas, vont devoir en tout cas ne pas perdre de points ou le moins de points possible et là il va falloir effectivement créer le trou quoi. Et dans ce sprint effectivement je rejoins Yanis, moi je vois Monaco en tout cas qui peut offrir plus de garanties, tu vois, par rapport à Marseille où on sent que il y a un moment de flottaison, on en reparlera, on parle de De Zerbi qui peut-être changerait son système, etc. avec l'absence de Balerdi, on sent qu'on est un peu dans le doute. Lille tout à l'heure on en parlait, ça a laissé un peu de force, moins de profondeur de banc. Il y a aussi un joueur comme Zegrova qui manque aussi, tu vois. Strasbourg qui arrive mais comme un challenger, donc on peut pas encore dire qu'il y a des garanties sur Strasbourg, mais qui arrive comme un challenger, donc ça quid, est-ce que Strasbourg sur ce dernier sprint final arrivera jusqu'au bout, et Lyon qui c'est sa dernière roue. Mais Lyon, tu vois, le match contre Strasbourg, la première mi-temps, elle est très bonne. Elle est très bonne. Mais Lyon aussi, pareil, Lyon aujourd'hui ne t'offre pas de garantie, en tout cas, de pouvoir. Attention, pour moi, il n'y a aucune équipe qui offre des garanties et c'est ça qui rend la course intéressante aussi, c'est que chaque équipe a ses forces et a ses parts d'ombre, ses faiblesses et par exemple tu parles de Lyon, Yanis l'a très bien dit tout à l'heure, il y a la Coupe d'Europe à gérer avec l'Europa League, un match contre Manchester United, Fonseca qui est suspendu. Certains ont dit aux analyses d'après-match que le fait qu'il n'ait pas été là à la mi-temps, ça a eu peut-être un impact sur la deuxième mi-temps de Lyon qui a été beaucoup moins bonne que la première face à Strasbourg. Est-ce qu'avec ces éléments-là, ça élimine peut-être Lyon d'une course à la deuxième, troisième place? C'est 2 éléments que je viens de vous donner. L'Europa League qui prend beaucoup d'énergie et c'est un vrai objectif du club. Et la suspension de Fonseca jusqu'à la fin de la saison. Moi, je pense pas. Je pense qu'effectivement, quand tu sais que tu peux gratter la deuxième place, là, effectivement, je pense que psychologiquement, va falloir y aller, quoi. Après, c'est les ressources, à mon avis, que le coach va mettre en place, mais surtout les ressources des joueurs, qui va faire la différence, même pour toutes ces équipes. Parce que défensivement, Lyon, c'est un peu faible. C'est sûr. C'est un peu faible, les gars. Mais vraiment, moi, je te rejoins sur l'histoire du coach. En tout cas, je pense que ça a un impact, en tout cas. Dans les vestiaires, dans un moment un peu de flottement, t'as besoin d'un gars qui soit là, d'une figure un peu charismatique, et ça peut en avoir un impact dans la course et la Ligue Europa aussi. Pour moi, les 2 éléments. Et pour moi, même si on peut penser que il y a l'adjoint, il est en tribune, etc. Mais déjà en termes de force. Après, ils ont une grande profondeur de banc quand même, Lyon, notamment sur le plan offensif. Offensivement, je dirais. Défensivement, pas trop. Mais même le milieu de terrain, tu peux un peu faire tourner avec un. Vrai. Ouais, alors c'est quoi le milieu de terrain de Lyon? C'est Tolisso, t'as Tolisso, t'as Matic, t'as l'anglais, j'ai oublié comment il s'appelle, le Britannique. Tessman, t'as Verretou aussi. T'as Verretou, t'as Maitland-Niles, tu peux le caler au milieu de terrain parfois, tu vois. Tu peux faire des petits trucs, donc je pense qu'en termes de profondeur de banc, après ça sera pas forcément la même efficacité. Et sachant que je pense qu'ils vont quand même donner, parce qu'ils ont une vraie touche à jouer pour moi contre Ben You. Quand tu regardes Ben You, franchement, pour moi ils ont vraiment quelque chose à faire. Là c'était dans la Ligue Europa. Du coup la stratégie de Fonseca, sachant que lui il sera présent en Coupe d'Europe, il pourrait se dire les gars, on essaie de verrouiller un top 6
et on met les chevaux pour donc moi en tout cas Lyon je les élimine du ah oui, toi ils sont pas dans la course. Ça va être dur, ça va être dur parce que la Ligue Europa pour moi ils peuvent vraiment aller loin et plus il y a l'option Fonseca qui est pas là en Ligue 1. Coupler les deux hein. Effectivement comme tu dis Lyon a largement ses chances contre Manchester mais ça n'empêche pas effectivement de remettre aussi des batailles. Je pense que des fois tu sais quand t'arrives à être galvanisé par des objectifs, tu vois derrière justement ça peut être aussi un supplément d'âme. Oui, c'est vrai. Et moi je pense ça me rappelle un peu le Lyon de quand ils essayaient de tout donner en 2017 ils avaient un peu sacrifié la Ligue 1 ils avaient fait la 4ème place, ils ont fini 4ème. Voilà, ils faisaient tourner un peu, ça mettait Guézal, ça mettait Cornet, ça mettait Valbuena sur le ça mettait les grosses forces pour la Ligue Europa. Même je me rappelle d'un match contre Bastia là où ils étaient tous descendus, ils avaient mis l'équipe B, tu vois. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais, bien sûr. Il y avait Aouar et bref, et ils avaient vraiment centralisé sur la Ligue Europa et moi je verrais bien Fonseca faire ça. Ouais, je sais pas, je le vois pas faire ça moi, mais bon après on verra, hein, je pense sa tête. Mais sachant que là ils ont perdu contre Strasbourg, ça peut encore plus donner d'éléments pour et même avec un Lyon d'une équipe B bis plus, t'accroches pour moi en top 6. Hein. Tu peux. Alors mais là c'est la Ligue des Champions. Ouais. Là je parlais pour la Ligue des Champions. Toi tu les élimines pour la Ligue des Champions. Moi je les 3 premières places. Moi je trouve ça compliqué pour Moi c'est jouable hein. Franchement Mathias c'est jouable pour Lyon mais il va juste falloir effectivement. Non tu sécurises un top 6 parce que pour moi c'est pas ce qu'ils recherchent. Ouais mais si tu vises la Ligue Europa, ensuite tu te qualifies en Champions. Ah oui, là c'est tu mets all-in sur la Ligue Europa. En fait. Je mettrais ça pour c'est risqué mais pour l'histoire. Après moi je pense que psychologiquement moi à mon sens il faudrait qu'il aborde en disant en préparant ses équipes en jouant à fond sur les deux tableaux, mais pas forcément préparer ses effectifs en disant voilà on va essayer de minimiser. Non mais tu connais, pour moi le football français ça a toujours été comme ça. C'est trop pour moi c'est trop compliqué. Même demain tu mets all-in là, tu mets tout pour le top 3. T'es obligé de mettre de côté la Ligue Europa. Parce que tu vas mettre toutes tes forces essentielles sur. Bah ouais, mais à un moment donné, c'est ça aussi, normalement, d'être football. C'est ça aussi, hein. Faut pouvoir gérer les. Moi, je pense, après, peut-être que je me trompe. Hein. On va parler d'une autre équipe qui s'est fait très vite sortir de la Ligue Europa. C'est Nice. Nice qui était sur une bonne dynamique, et là, j'ai l'impression que ça freine un peu. Les Niçois, là. Ils ont perdu contre Lyon, je crois, l'avant-dernier match. Alors attendez, je vais pas dire de bêtises. Nice, 26e journée. Ils avaient fait nul contre Auxerre à la 26e et ils avaient derrière perdu contre Lyon. Donc en fait, ça fait 3 matchs que Nice ne gagne pas. Ils sont un peu freinés alors que on les voyait même menacer l'OM à un moment même pour la deuxième place. Comment vous voyez Nice ? Parce que Nice, c'est vrai que c'est une équipe difficile un peu à analyser dans le sens où on a vu la campagne catastrophique en Ligue Europa. On s'est dit que la saison allait être longue. Finalement, ils ont fait une super série qui les met dans la course. Donc, tu as des joueurs comme Guessant qui sont des révélations aussi de cette saison en Ligue 1. Pour vous, Nice 3e, 4e pour l'instant. Nice peut accrocher la Ligue des Champions selon vous ? Ou pareil, ça va être compliqué ? Je n'ai pas de garantie sur Nice. Même si on va dire ils ont pris un peu de retard ces derniers résultats. Quand tu regardes sur le plan comptable, ils sont encore ultra présents. Ouais, ils sont qu'à 3 points de. Ils sont encore ultra présents. Ils ont encore toute leur force pour jouer le coup à fond. Après, oui, il y a une irrégularité, mais ils sont encore dans le coup. Après, moi, je les mets un peu de côté parce que pour moi, Monaco, le LOSC et Marseille. Et Marseille, ouais, pour moi, ils sont au-dessus de Nice. Et même, j'ai plus de garanties de les voir en Europe que Nice. Donc, moi, je les mets un peu sur le côté Nice. Ouais. En fait, ce qui va être compliqué, en tout cas, et ce qui va être aussi passionnant, c'est qu'il va y avoir aussi des rencontres directes. Là, on a Nice qui va jouer contre Nantes. Mais après, le prochain match de Nice, c'est Strasbourg. Ah, ça va être intéressant. Donc, il y a un Strasbourg-Nice entre concurrents directs. Ouais. Donc, effectivement, il faut que Nice prenne 6 points. Ouais. Obligatoirement, et là, effectivement, on te dira, bah ouais, Nice a vraiment quoi jouer. Par contre, alors si t'en prends 4, c'est déjà bien, c'est bien aussi, hein, parce que Nantes aussi, hein, comme dans la course au maintien, a besoin aussi de points. Mais là, en tout cas, vu qu'on parle du haut du classement, si Nice, en tout cas, veut être dans cette bataille de la Ligue des Champions ou alors sécuriser un top 4, il va falloir gagner ces 2 prochains matchs. Surtout contre un concurrent direct. Bien sûr. Surtout, c'est ça. Sachant qu'on aura aussi également un Lille-Lyon.
Oui, exactement. Aussi. Exactement. Donc en même temps, voilà. Donc ça, je dis alors au vaincu, parce qu'il y aura des points qui vont se perdre. Il y aura un Monaco-Marseille aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et le 19 avril, il y aura un Monaco-Strasbourg. Donc Strasbourg va jouer aussi contre des concurrents directs. Il y a pas mal de rencontres. Ça va être très intéressant de suivre les rencontres directes. Ouais. C'est pour ça qu'il va falloir absolument, pour ces équipes, qu'elles ne perdent pas de points sur ces 6 prochains matchs qu'on va regarder. Et je pense, voilà, celles qui vont perdre des points. Alors oui, il y a toujours possibilité, mais en tout cas, si on parle de Nice, il va falloir déjà pour moi prendre 6 points là. Ouais. L'OM, on en a un peu parlé en début d'émission. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne veut pas concurrencer le PSG et tout ça, je me souviens. Alors, c'est vrai que est-ce qu'on n'a pas un peu surestimé leur effectif ? Ou est-ce que là, De Zerbi ne sait pas, il est dans un moment de flottement ou... Enfin, c'est quoi votre regard ? Non, pour moi, on n'a pas surestimé parce qu'il y a vraiment une qualité de ouf, que ce soit même en termes de profondeur de banc. Il y a quand même les remplaçants, ils ont quand même fait leurs preuves à certains moments. Je pense notamment au match de Lyon. L'effectif, il est fourni. Au milieu de terrain, t'as pléthore de choix. T'as un mec comme Greenwood qui vient de la première ligue, même s'il a eu des pépins. Non, on les a pas. Ils ont réussi à récupérer Bennacer, même s'il revient d'une longue blessure. Bennacer, à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un gars qu'on parlait à Manchester City. Hein. Ouais, mais maintenant, Bennacer, aujourd'hui, ça donne quoi ? Bien sûr. C'est ça le truc. C'est ça, c'est vrai. Parce que s'il était en forme, est-ce qu'il serait à l'OM ? C'est une bonne question, mais avec la... Non, regarde. Avec l'AC Milan, il commençait à récupérer du temps de jeu, tu vois. Tranquillement, au fur et à mesure. Il avait fait le match contre la Juve là, en Coupe d'Italie, où il avait fait un très bon match. Non. Moi, je pense que Bennacer, il aurait pu rester à Milan, essayer de garder les 6 mois et ensuite se relancer en étant titulaire. Mais pour moi, c'est vraiment un choix du cœur de Bennacer parce qu'il voit l'OM quand même compétitif. Pour moi, l'OM, le fait qu'ils aient pas de Coupe d'Europe, ils avaient le champ des possibles pour la Champions League. Tu récupères Rabiot, c'est un joueur XXL à un moment où il le récupère. Oui, Rabiot. c'est un titulaire en équipe de France. Les gars, c'est un titulaire à la Juve, c'est un joueur ultra important de la Juve. Non, on les a pas surestimés, mais... Après là, tu as cité 2 joueurs. Non, c'est Bennacer. T'as récupéré Kondogbia il y a 2 saisons. Kondogbia qui était. Il est sur la fin. Ouais, mais non, avec l'Atlético Madrid, oui, mais là, c'était pas un titulaire, mais il avait beaucoup de temps de jeu. T'as Balerdi, il est quand même assez convoité en Europe. C'est très bien, Balerdi. Non, plus il y a la profondeur de banc. Non, il a bougé, voilà. C'était le recrutement qui a bougé. Non, moi je suis. Et il y a Enrique, même si c'est pas non plus. Ce joueur, moi je trouve. Parler de ça, hein. Là, il est beaucoup convoité. Donc, non, l'OM, on les a mis à bonne échelle. On les a vraiment placés là où ils devaient être. Maintenant, c'est eux qui répondent pas aux attentes qu'on attend. Ouais. En fait, le problème, je pense que, et c'est le problème de l'OM depuis plusieurs saisons, c'est ces mercatos, ces équipes, ce manque de stabilité, ce manque de projet qui fait que chaque année, tu as l'impression de repartir à zéro. Chaque année. Ouais, mais je suis pas d'accord, là, depuis Benassia, il y a quand même une continuité dans le projet. Non, là, je parle des 3-4 prochaines années. Dernières années. Oui, mais là, il vient d'arriver, lui. Donc, oui, il vient d'arriver, mais justement, il n'y a pas de projet, là. Il vient d'arriver pour stabiliser le projet, justement. Peut-être qu'il va partir, on sait pas. Bah, non, mais t'abustes aussi. Tu vois pas tous les... Qu'est-ce qu'on en sait? Je sais pas s'il va rester. On sait pas. Avec l'OM, on sait pas. Il y a toujours des surprises. Chaque année, t'as des mecs qui viennent, qui partent. En tout cas, là, il vient pour stabiliser le projet. C'est de stabiliser normalement, Normalement, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de voir, effectivement, si sur 2-3 saisons, tu arrives à stabiliser déjà un projet. Déjà, parce que chaque année, c'est compliqué. Et ensuite, effectivement, il y a eu aussi des erreurs. Alors voilà, ils avaient misé sur Wai, c'est pour ça que j'en parlais, effectivement, qui est parti, etc. C'était compliqué. Offensivement, c'est. Alors c'est vrai qu'on parle de l'époque où il y avait Sanchez, Aubameyang, où ça faisait, mais malheureusement, ils n'ont pas pu s'installer durablement. Et ça peut être intéressant après d'avoir d'autres attaquants qui sont avec eux. Steven, quand tu récupères Aubameyang qui a 33-34 ans, Sanchez pareil, qu'est-ce que tu veux stabiliser? C'est du one shot, ça, tu le sais. Il signe un contrat d'un an. Tu peux signer pour une autre. Mais après, justement, ce qui est intéressant, c'est de les associer avec d'autres attaquants que tu vas faire monter, tu vois. Non, moi je te rejoins sur Wai. Wai, j'ai jamais compris ce transfert-là. Par contre, je sais pas, c'est l'idée de qui. Non, mais c'est hasard. Wai. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais non, mais tu vois, lui, ce qui serait intéressant pour un joueur comme Wai, ça serait de l'associer à un joueur, tu vois, qui a de l'expérience, tu vois, pour justement faire une passation. C'est ça qui aurait été pour moi, je trouve intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Même un Aubameyang sur une fin, tu l'associes avec lui, tu vois. Je suis même pas d'accord. Tu peux pas confier, à mon sens, à un joueur comme Wai, lui donner toute la responsabilité de l'attaque marseillaise. Et pourquoi tu peux pas?
le gars, il avait pas encore assez de bagages. Il faut arrêter. Le mec, il avait fait 2-3 saisons en Ligue 1, il avait fait une saison XXL en Ligue 1. Non, à un moment donné, faut lancer les mecs. Non. Il faut les lancer, mais je pense qu'il faut aussi les lancer. Mais ce qui est bien aussi, c'est quand les mecs sont aussi accompagnés. Quand même, tu l'as dit, tu l'as pas compris ce transfert. Ah, moi, je l'ai pas compris. Je pense que c'est une histoire d'agent pour moi, je pense, en secret. C'est pas possible. Quel est l'intérêt de prendre Wai? Il y a aucun, parce que à Lens, il avait pas, c'était pas nul non plus ce qu'il a fait à Lens. Il a fait des bons matchs en Ligue des Champions, mais il devait continuer à Lens en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Pour sa progression, il aurait dû confirmer, faire une vraie saison à Lens. Et peut-être ensuite prétendre à l'OM derrière, parce que là ça n'avait pas de sens. Tu vois, il est encore jeune, il faut du cadre, il faut d'autres joueurs d'expérience pour l'amener, je vois, à apprendre. Et ça, moi je trouve que c'est dommage. Il avait déjà l'expérience quand même. Quelle expérience! Il avait la Champions, il avait mais non, mais le gars, il a pas de ref, et ils l'ont pris parce que voilà, comme tu dis, je sais pas, c'est mais pour moi il a pas une référence. Pour moi, et en plus c'est l'OM. C'est pas comme s'il signe à Caen ou je sais pas quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand il va à l'OM, il connaît la pression, il connaît le contexte. La preuve, ça l'a pas fait. La preuve, non. C'est une erreur. Et ça, c'est une erreur, mais oui, ça c'est une erreur. Et rattraper ça après au mercato, c'est compliqué, tu vois. C'est ça que je te dis tout à l'heure quand on en parle. Après, c'est ça où c'est compliqué. Tu vois, c'est ça, il faut pas se tromper sur le à le vendre. Merci Manchester City qui a acheté Marmouche, qui a fait en sorte qu'il aille à Francfort derrière. Donc c'est ça le truc. C'est comment si t'accompagnes, tu vois. À mon sens, voilà. Et là, je pense que l'OM doit revenir sur un projet comme ça. Et pareil, après De Zerbi, alors. Moi, je trouve intéressant ce qu'il met en place. Après, le problème de De Zerbi, on l'a vu à Brighton, c'est qu'à un moment donné, tu sens qu'il y a une lassitude qui s'installe dans le jeu. Mais j'ai l'impression que ça n'a jamais vraiment commencé, en fait. Et ben là, voilà. Parce qu'on était dans une phase au début de saison où, ok, d'accord, là, il est en train de mettre en place les choses, donc il ne faut pas trop attendre. Ensuite, il y a eu cette petite crise, cette défaite contre Auxerre au match aller au Vélodrome, 3-1. Ensuite, il y a eu... Il y a eu cette série derrière de bons résultats, mais dans le jeu, c'était pas incroyable non plus. C'était du résultat. Et ensuite, il y a eu ce mercato hivernal où tu fais venir Gouiri, tu fais venir Benasser, tu fais venir Ramos aussi, le défenseur. Et il y a eu ce trou d'air, là, il y a un mois. Là. Ça fait un mois et demi. Mais dans le jeu, est-ce que depuis le début de saison, on a vu un OM dans le jeu qui était intéressant ? Non, je suis d'accord avec toi, mais par contre, il essaye avec son système un peu hybride. Il veut repasser. Ouais, il va repasser, mais moi je trouve que, en tout cas, dans les intentions, il y est, tu vois. Il fait les efforts, il essaye son système un peu hybride. Ils ont bien remplacé les joueurs poste par poste quand tu prends Gouiri, etc. Mais Gouiri, j'aimerais bien reparler après de ce transfert-là parce que. Toi aussi, tu le trouves bizarre pour ça? Moi non plus, j'ai pas compris. C'est quoi après, c'est bien, il a bien commencé, mais bon, bref. Mais en tout cas, De Zerbi, moi je pense que. Bon, toute proportion gardée, tu vois, bien sûr. Je pense qu'il faut lui laisser le temps un peu comme un Luis Enrique, tu vois. Au début, en moment donné, Luis Enrique, on voulait le dégager il n'y a pas longtemps, si vous vous souvenez. Je pense que De Zerbi, il faut lui laisser le temps. De l'OM. Non, du PSG. Du PSG, à quel moment ils ont voulu le... Non, Attends, si vous avez la mémoire courte, début d'année, ça veut le virer, Luis Enrique, du PSG. Ah si, qui veut le virer? Les dirigeants, j'ai pas dit ça. Non, je te parle des journalistes. Moi, je parle des journalistes, ça parle de virer Luis Enrique. Non, enfin bref, même... En tout cas, Luis Enrique n'était pas en odeur de sainte à un moment donné à Paris. Oui, après à Paris, non, à Paris, ça. Après la défaite en Champions League, il n'était pas en odeur de sainteté. Là, parce que vous avez la mémoire courte, c'est pas pareil. Non, attends, j'ai rien dit, moi. On n'a pas fini de parler. Tu dis vous, j'ai rien dit. Il se chauffe déjà, c'est. Non, parce que Luis Enrique, médiatiquement parlant, c'était chaud pour lui. Après, effectivement, le départ raté en Ligue des Champions. Mais médiatiquement, après, je ne sais pas si au sein du club, c'était chaud. Après, forcément, dans des clubs à pression comme Paris, comme Marseille, quand tu as 3-4 mauvais résultats, bien sûr qu'il y a une petite pression. C'est normal, ça fait partie du jeu quand tu es dans ces clubs-là médiatiques et populaires. Oui, après, je sais pas si Luis Enrique a été mis en danger par ses dirigeants. J'ai pas l'impression. Je pense pas. J'ai pas l'impression, mais médiatiquement, oui, mais après, ça c'est normal. Parce qu'il y avait déjà la prolongation avant. Qui était sur la table, oui, sur la table. Et parce qu'effectivement, le PSG va se mettre sur du long terme. Ouais. Donc, et moi, pour faire un peu l'analogie avec De Zerbi, je pense que De Zerbi, il a des bonnes idées. Après, c'est compliqué. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Et quand t'as beaucoup de changements, même là en hiver, quand t'as des changements, t'as Wai qui part. C'est ça le problème. Tu vois, c'est compliqué. Et même là, l'été prochain, je pense qu'il y aura encore des changements. Est-ce que tu vas réussir à garder Greenwood? Est-ce que tu vas réussir à maintenir ton effectif? Parce que là j'entends Enrique, là, le joueur voici qui est courtisé, même ça j'ai pas trop compris, par le Bayern de Munich, par l'Inter de Munich, ça j'ai pas compris. Pour moi c'est une histoire d'agent, je comprends pas. C'est pas c'est un bon joueur de Ligue 1 mais c'est pas un crack non plus. T'as des sollicitations de Balerdi, etc. Est-ce que tu vas réussir à garder une continuité? Donc je pense que De Zerbi faut lui laisser après bien sûr
Si demain, tu me dis, il finit 5-6e, c'est pas normal, tu vois. Mais en fait, s'il fait un top 4, il arrive à faire la Champions League auparavant, à un moment donné, il faut lui laisser le temps vraiment de mettre sa patte, etc. Parce que tu vois bien qu'il a des idées quand même intéressantes. Le problème, c'est le problème du temps dans le foot, c'est que pour convaincre tes joueurs que le système est bon, déjà, il faut des victoires. Il faut aussi des résultats pour qu'on te donne du temps. C'est ça aussi qui est un peu des fois bizarre dans le foot. Mais par contre, là où je peux te rejoindre, qui pourrait être intéressant, c'est que pour moi, même si l'OM fait un top 5, il faudrait peut-être le juger sur un mercato plein. Exactement, tu vois ce que je veux dire. D'accord avec toi. Il faudrait peut-être attendre un mercato, voir comment ça se passe, et là on pourra dire bon, mais est-ce en espérant qu'il ait les cibles. Mais bon, le mercato. Parce que ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que regardez Luis Enrique quand il est arrivé, la ribambelle de joueurs qui sont venus au PSG, et regarde aujourd'hui il reste qui? Il reste quasiment pas grand monde. Hein. Ouais. Skriniar dehors, Colomani dehors. Comment ça s'appelle Solaire. Solaire, c'était le mercato d'avant, c'était sous Galtier. Ouais. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont signé au Paris Saint-Germain. Il y avait l'autre, le Ramos aussi. Non, Ramos, il est encore là, mais il n'est pas dans les plans. Il n'est pas dans les plans. Il y avait l'autre là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Endur. Il y avait Cheikh Endur aussi, qui est venu. Il y a pas mal de joueurs qui ont signé. Non, Mukele c'était encore avant. Oui, c'est Galtier. C'est Galtier. Mais t'as pas mal de joueurs qui ont signé. Et au final, quand on regarde, le vrai mercato Luis Enrique, c'est celui de cette année, avec Vara, avec Doué. Tu vois, c'est pour ça, là, moi je pense que, comme tu as dit, tu l'as très bien dit, il faut prendre un peu le modèle là, lui laisser le temps, laisser un mercato plein. Mais vraiment, moi je me demande aussi si c'est lui qui gère même le mercato d'hiver. Moi j'ai plus l'impression que c'est Benassia qui gère le mercato. Bah faut voir après si eux ils s'entendent entre eux. Oui, c'est ça, c'est toujours pareil. T'avais aussi la concurrence Campos, etc. Parce que moi je me demande, même si Gouiri, bon, le commencement avec l'OM il est intéressant, tu vois. Mais moi je me questionne, pourquoi tu vas chercher Gouiri pour remplacer Wai? Parce que Gouiri, moi je veux bien, ça fait longtemps qu'il est en Ligue 1. Il a un peu plus de référence. Il a plus de bagages, je suis d'accord avec toi, il a plus de son référence, mais c'est pas non plus l'attaquant qui va te faire passer un step en fait. Non, parce que oui, c'est un attaquant qui est frustrant. Moi, c'est les attaquants frustrants. Ça, c'est les mecs jusqu'à 30 ans, ils sont irréguliers, tu vois. En tout cas, je le souhaite de réussir, hein, Gouiri. Mais t'as toujours cette frustration à la fin de la saison avec lui. Oui, c'est après, c'est ça. Est-ce que l'OM aussi arrive à attirer des joueurs? C'est ça aussi. Ah, bah quand tu prends Rabiot, Benasser, pour moi, t'as ça. Non, mais et surtout qu'ils vont se mettre dans un projet. Parce que Rabiot, faut pas oublier que c'est un plan galère. C'est un plan galère, hein, Rabiot, on est d'accord. Hein, c'est parce qu'il y a rien. Parce qu'il y a rien pour lui. Oui, c'est vrai. C'est un plan galère. C'est un choix par défaut. Donc voilà, il y aurait d'autres propositions peut-être qui seraient allées. Benasser, c'est parce qu'aussi on l'a là parce qu'il joue plus, il est plus dans les plans de l'AC Milan aussi. Moi, mais il y a ça aussi. Yanis, tu peux concéder que Benasser, en pleine possession de ses moyens, il va jamais à l'OM. Oui, non, mais il faut se dire ça aussi, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas un joueur qui est grave chaud, par exemple, qui est grave chaud, qui dit ouais, je vais à l'OM. Par exemple, attends, on va parler de Lyon. Attends, viens, reste sur Marseille. Ouais. Quand tu fais venir Greenwood. Oui. Même si Greenwood... Mais Greenwood, il est en rien. Non. Là, Yanis, t'as sorti le pire exemple. C'est clair. Greenwood, s'il a pas ses soucis judiciaires, il est encore à Manchester United. Mais oui, donc il a rien à... Il a dans aucun monde, il est à Marseille. Ici, il a pas ses soucis judiciaires. Les gars, l'OM, ça... Il était où, Greenwood, avant d'aller à l'OM? Il était où? Voilà. Donc, tout est dit. Les gars. Donc, Greenwood, en pleine possession... Enfin, sans ses soucis extrasportifs, mais il donne pas l'heure à Marseille. Non, je suis d'accord, mais je suis d'accord et sans être d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que regarde, tu récupères un Aubameyang qui vient de Chelsea, même s'il est en Chelsea. C'est pareil, mais c'est la même chose, c'est le même constat. Sanchez joue plus à Chelsea. Attends, j'ai une meilleure. Il m'a dit quoi tout à l'heure? Ouais, mais tu sais, c'est du one shot, on peut pas faire de projet avec lui. Non, et là maintenant il dit ouais, mais quand tu récupères Sanchez à l'époque. Pareil, il joue pas à l'Inter. Non, mais il a un peu tendu, mais il est pas en rien non plus. Il est pas en chien non plus. Il joue plus à l'Inter, Yanis. Eh les gars, il joue plus. Attends. Moi je suis pas. Est-ce que Cherki, voilà, est-ce que lui il ira à l'OM? Là je parle d'un joueur convoité. Non, mais il est pas bon là. Yanis. C'est un joueur convoité. L'OM ne peut attirer. Yanis, ce que je veux dire c'est que l'OM ne peut attirer que soit des grandes stars en perte de vitesse ou des jeunes prometteurs en Ligue 1 ou dans d'autres championnats. Je suis pas d'accord. Mais ils peuvent pas. L'OM peut attirer. T'as écouté l'interview de Wesley Fofana? Attends, est-ce que l'OM peut attirer un joueur comme Désiré Doué par exemple? Non mais là tu prends l'exemple. Ah non mais voilà. Ils auraient pu les Tarènes, hein. Il est Tarènes, ils auraient pu. Est-ce que l'OM peut attirer un joueur aujourd'hui comme je sais pas moi un Gvara ou un joueur comme ça? Attends, Ben Seguir par exemple. Ouais.
Est-ce que Ben Seghir prend à l'OM? Est-ce que Ben Seghir... Non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Akliouche, il va à l'OM? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Non, c'est vrai, ça n'a pas de sens. Mais regarde, t'as écouté l'interview de Wesley Fofana? Il a dit quoi? Benassia, il l'a appelé, il lui a proposé, enfin, il a parlé du projet de l'OM. Et Wesley Fofana, il a eu un temps d'hésitation. Il a eu un temps d'hésitation. Quoi, ça? Parce que. Non, mais c'est lui qui le dit, c'est lui qui le dit. Mais il dit ça, mais parce que c'est un Marseillais. C'est un Marseillais, gars, il veut pas se mettre derrière. Il veut pas se mettre à dos, ça. Il va pas dire, ah non, jamais de la vie, je n'aime pas l'heure. Les gars, quand. Le gars, il est à Chelsea, mais à quelle heure il va aller à l'OM? Les gars, mais même financièrement. Mais même financièrement, il est à perte s'il va à Marseille. C'est clair. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste, Yanis. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est un Marseillais et qu'il veut pas se mettre à dos. C'est normal, c'est de la com, Yanis. Non, je suis d'accord, mais jamais de la vie il va hésiter. Il est à Chelsea aujourd'hui. Tu sais quoi, moi je l'ai eu. Il est titulaire à Chelsea. À l'époque, quand ils font signer Strootman qui vient de l'AS Roma, qui sort d'une demi-finale de Champions League, l'OM ça attire, les gars. Vous oubliez Strootman à l'époque? Mais quel Strootman? À l'époque. Mais Strootman, il n'en veut même plus à la Roma. À l'époque, quand il sort à la Roma, il sort d'une demi-finale de Champions League. Il était titulaire à la Roma? Mais non. Il était titulaire à la Roma. La saison d'avant, oui, mais pas. Voilà. Non, mais ils attirent des joueurs. Aujourd'hui, tu peux pas me dire que je suis d'accord avec vous, il y a un contexte, mais quand même, l'OM ça attire. Non, mais l'OM ça attire, mais ça attire pas des joueurs. Ça attire pas des Aubameyang Prime, ils donnent pas l'heure à l'OM. Aubameyang Arsenal, ils donnent pas l'heure à l'OM. Il y avait un joueur qui était. C'est ça que je te dis. Alexis Sanchez. Tu parles de Sanchez. Alexis Sanchez, quand il était à Arsenal, tu crois qu'il va aller à l'OM? Mais voilà, non, mais donc c'est un contexte. Au top. Non, donc, par exemple, un des derniers joueurs un peu entre guillemets au top qu'ils ont réussi à attirer, on va dire et on va dire c'était logique, c'était Rongier qui faisait une bonne saison à Nantes, etc. Et qui avait... Nantes. Oui, de Nantes, voilà. Nantes, c'est ce type de joueur-là, tu vois. Par exemple, un Bourigeaud qui serait allé à l'OM, moi, je trouve qu'à l'époque, même quand tu fais Verretou qui était à l'AS Roma, mais pour moi, ça reste des coups intéressants. Verretou à la rigueur. À la rigueur, mais si tu regardes bien, il jouait plus trop sous Mourinho. Il était plus dans les plans de Mourinho. À la Roma. Tu vois, donc il y a toujours un truc qui fait que l'OM aujourd'hui, il faut dire ce qui est. L'OM attire soit des joueurs en perte de vitesse, soit des cracks de Ligue 1. Mais par contre, à l'époque, quand tu fais Harit, il peut viser un meilleur club. Harit, il était à Schalke. Il était à Schalke, mais il était convoité il était en Ligue 2 à Schalke. J'ai même les plans. Unai, quand il sort de sa Coupe du Monde, là, pour moi, il a d'autres sollicitations. Là, à la rigueur, Unai, je pourrais te rejoindre. Mais on a vu comment ça a fini. Il est en Grèce là. Mais c'est vrai que quand il vient, là, je suis d'accord avec toi. Unai, il fait une grosse Coupe du Monde. Il a une grosse cote, mais le gars était arrangé. Mais c'est vrai que il aurait pu aller en première ligue ou autre, c'est vrai que... Mais ça reste un joueur danger. Non, je suis d'accord. Ça reste un joueur Moi, danger. je pense que l'OM, quand même, ça attire. Voilà. Le projet de l'OM, il attire... Il n'y a pas de projet. Il attire certains profils de joueurs. Certains profils de joueurs. C'est quoi le projet? Ça fait 4 ans, il n'y a pas de projet. Le projet, comme il a dit, c'est vraiment... C'est réinstaller l'OM sur la Champions League, sur rapidité. Donc, il y a 2 ans, c'est dans quelques années, rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais ça fait combien d'années qu'il nous dit ça, lui? Je te parle depuis l'arrivée de Benassia, moi, je te parle pas... Ah ouais, mais comme à l'époque, quand même tu fais signer Klose, il est courtisé par l'Atlético Madrid, les gars, Klose, au moment où... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Klose, il est courtisé par l'Atlético Madrid au moment où il signe à l'OM, tu vois. Jonathan Klose? Ouais. Oui, il le dit lui-même, tu vois. Klose, c'est vrai, Klose, c'est une signature. En plus, un international français, tout ça, oui, effectivement. Mais ça reste des joueurs. Il était au Klose, il était à Lens. Donc, en fait, c'est des joueurs, effectivement, qui ont des cotes intéressantes, mais qui sont dans des clubs qui sont soit bas, soit moyens, soit intermédiaires. Mais tu vois, ce que je disais, c'est que si normalement tu es dans un projet, par exemple un joueur comme Klose, tu dois le garder pour effectivement faire ton projet. Sauf que tu as des joueurs de passage, on sait pas, ils viennent, ils passent. Comme ça, je te dis, c'est quoi le projet? Moi, j'attends de voir. Hein. Moi, j'attends de voir. Le projet, pour moi, il est intéressant. Là, il y a quand même. Il y a des coups qui sont tentés. Benassia, tu sens qu'il a vraiment une aura qui installe. Il essaye vraiment. Il va vouloir vraiment installer Sirès sur la durée. Pour moi, il restera sur la durée. Benassia, pour moi, il va pas rester. Après, Klose, la différence, c'est qu'il y a eu des petites problématiques en interne. Voilà, et moi, je pense que Klose, c'est un gars qui manque d'ambition aussi. Tu vois. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a raté. Oui, c'est le mental de chaque joueur. Et la pression de l'OM, les histoires de oui, je suis blessé. Apparemment, bon, ça reste des suppositions pour faire le rassemblement de l'OM, de l'équipe de France. Ça l'a pas aidé. Plus les Benassia, les interventions, ça passait pas trop avec Benassia. Donc c'est pour ça mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi. Klose, fallait essayer de le garder sur la durée. Après, il y avait des problèmes relationnels avec Benatia et qu'effectivement, il avait peut-être pas la niaque. Un club comme Nice, c'est pour lui. Il s'en régale. Tranquille. Tranquille, pas de pression. Côte d'Azur, la promenade des Anglais, tranquille. Mais après, moi, je pense que Benassia, s'il a une meilleure offre, il partira. Ça, c'est un avis perso. Ouais, c'est plus un avis perso. Mais je pense que si à un moment donné. En tout cas, là, il se fait la main.
il a une expérience et tout, mais si demain il est considéré, il partira. Moi je suis d'accord avec toi. Moi je pense qu'il partira. Qu'est-ce que tu veux rester à l'OM? Désolé, hein, mais après l'OM quand même se doit d'avoir un projet stable. Bien sûr. Et ça en va même du bien de la Ligue 1 d'avoir un club comme l'OM qui est régulier chaque saison, qui est dans le top 2, dans le top 3 de Ligue 1. C'est important aussi pour le rayonnement de notre Ligue 1 parce que l'OM c'est un club historique et il faut pas l'oublier. Pour terminer cette page Ligue 1, après on passera à la Liga. Un mot rapide, Steven, sur le maintien. Je sais que ça t'intéresse. Non, ce que je disais effectivement, c'est que c'est vrai que le maintien, c'était assez normalement entre guillemets plié en tout cas. Ouais. Mais au final, comme je dis, on a Saint-Etienne, qui on va dire se réveille, hein, c'est le réveil de la force. Se réveille, ils ont quand même 4 points de retard. Il y a 4 points de retard, mais sur le Havre. Mais c'est mathématiquement, voilà, je veux dire qu'il suffit d'une défaite et une victoire. Et sachant qu'en vrai de vrai, ils auront 3 points supplémentaires parce que il y a le match Saint-Etienne-Montpellier qui est truc et ils vont le gagner sur tapis. Voilà, donc en fait, ils vont revenir à 1 point du Havre. Et il y a Reims aussi et Angers. Donc je veux dire que finalement Saint-Etienne, on les pensait un petit peu dans le trou et donc je pense que ça va vraiment se jouer entre de la 13e à la 17e place. Donc je pense qu'il y aura aussi un intérêt. Voilà. Nantes, Angers, Reims, Le Havre, Saint-Etienne. Ouais, donc je pense que là aussi, et en plus, ce qui va être aussi intéressant, c'est que ces équipes-là ne vont pas devoir perdre des points, mais vont aussi jouer contre notre fameux top 7 aussi. Donc voilà. Ouais. Et pour être complet, il y a le championnat du ventre mou avec Rennes, Toulouse. C'est ça. Rennes qui s'est sauvé. Hein, voilà. J'avais pas trop de doute qu'avec l'effectif de Rennes, quand même, ils étaient mal en point. Faut quand même le dire. Et là, ils sont quasiment sauvés. Rennes, Toulouse, Auxerre. C'est qui fait une très bonne saison Auxerre. Auxerre, c'est vrai qu'ils ne sont pas dans la course très au maintien. Donc oui, c'est une très bonne saison pour Auxerre. Toulouse également, qui se stabilise et lance. Une petite déception, mais bon après. Ils ont perdu. Il y a pas mal de joueurs. Samba, Danso, Kuzanov. Ils ont perdu leur défense centrale et leur gardien. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Donc c'est pas évident. Donc voilà pour la Ligue 1. Vous avez autre chose à rajouter? Non. On peut passer à la Liga maintenant. La Liga. La Liga. Le duel entre le Real et le Barça de retour, ou en tout cas plus intéressant que les autres années. On va faire comme d'hab un point classement avant de débattre. Donc le championnat espagnol, pour l'instant, il y a eu 29 journées de jouer, avec le Barça en tête 66 points, Real deuxième 63 points et l'Atlético troisième avec 57 points, un peu décroché, et puis quatrième Bilbao 53 points. Voilà pour les 4 premiers de Liga. Yanis, on en a parlé un peu en off. Toi, tu as l'impression que cette année, la Liga retrouve un peu des couleurs. En fait, ce que j'aime bien, c'est que tu as quand même le Barça qui reprend un peu plus de galons, qui sont vraiment... Il y a quand même une nette progression comparée aux années précédentes, même s'ils étaient toujours dans le haut du tableau, hein, ça joue la Champions, etc. Mais tu sens vraiment que cette année, vraiment, il y a une équipe avec un mélange d'expérience et de jeunesse vraiment très intéressante. Lewandowski fait sa saison tranquillement, la meilleure buteur de Liga. Tu as un trio d'attaque vraiment qui se dessine avec vraiment une belle profondeur de banc. T'as un duel, on va dire, entre joueur à joueur maintenant, entre Real de Madrid. Ça manquait un peu d'affiche, voilà, avec le départ de CR7, Neymar, Messi. Là, vraiment, t'as des mecs qui sortent du lot. Vinicius, même s'il est un peu moins bien, on va en parler après. T'as Mbappé, t'as Lamine Yamal. T'as un vrai duel, je trouve, qui s'impose entre eux. On a retrouvé un peu, même le dernier Classico, là, quand le Barça, ils ont gagné assez facilement face au Real. Super coupe, là. Ouais, quand même. Le match, ils ont gagné 5-2. 5-2, super coupe. La super coupe. On a retrouvé un peu cette sensation à l'époque du Classico. Je trouve qu'on avait perdu il y a 2-3 ans, et là le Barça, vraiment, même en Champions League, ils sont qualifiés quand même assez facilement face au Benfica, sans grande difficulté. Donc même en Champions League, le Barça reprend un peu. Après, il faudrait le voir aussi contre des gros morceaux parce qu'on les a pas encore en vus, Champions League, je suis d'accord. Et Dortmund,
pas non plus compliqué. Enfin, ça va pas être très compliqué, je pense, pour eux. Même si faut se méfier, mais bien sûr. Voilà. Et je trouve que le Barça, maintenant, même dans leurs victoires, je sais pas si vous vous rappelez avec Xavi, c'était des victoires poussives, hein, les 1-0. C'était difficile après, ils mettaient le but, c'était compliqué. Alors que maintenant, tu vois vraiment avec Hansi Flick, les victoires, voilà, c'est sur des scores quand même assez conséquents. Il y a des 4-1, il y a vraiment une belle assise offensive. Tu as une défense qui commence vraiment à stabiliser. Je pense notamment à Jules Koundé qui est maintenant un vrai latéral droit, tu vois. Avant, le basculer un peu en défense en centrale. T'as Koubarsi vraiment qui a pris vraiment du galon dans cette défense. T'as aussi l'expérience aussi avec Martinez. T'as un Rojo parfois qui joue. Non, t'as une équipe vraiment, une belle équipe. Plus avec le Real de Madrid qui, même si je les trouve moins forts collectivement désormais, c'est vrai qu'Mbappé il a pris beaucoup de place et ça a aussi fait que certains joueurs comme Bellingham ou Vinicius ont un rendement moins important. Mais tu as une belle rivalité qui se dessine, même si le Real de Madrid, je les trouve un peu moins forts que le Barça sur le plan collectif. Steven, sur le Barça, tu penses quoi du Barça de cette année? Ouais, non, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Enfin, tous les matchs du Barça que j'ai vus, j'aime bien ce qu'il y a. J'aime bien, franchement, regarder Lamine Yamal en tout cas jouer. Je trouve que c'est vrai. Et je trouve qu'il y a une bonne connexion, une fluidité justement entre Pedri, Yamal, Rafinha aussi. Je trouve que c'est très intéressant. Gavi aussi. Et Gavi aussi. Moi, t'as Fermin aussi qui est intéressant. Franchement, c'est une belle équipe le Barça. On a vu aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que le projet, tout à l'heure je parlais de Xavi, mais c'est vrai que lui il amorçait ce début de projet en fait, Xavi. Donc c'est vrai qu'il avait dit que ça allait être compliqué. Il a posé les premières briques en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle tout à l'heure, on parlait un peu de l'OM, mais ça sur 3-4 ans, c'est là où on voit le truc quoi. Et après oui, ce mano à mano, bon peut-être effectivement on peut dire que c'est peut-être un peu plus intéressant en termes de niveau de jeu. Après, pour moi, ça reste classique, hein, on va dire, comme je disais, hein, Real, Barça, etc. Je suis un peu peut-être plus déçu que l'Atlético Madrid ait un peu décroché, parce que là, je trouve que peut-être une lutte à 3, là, je trouvais ça intéressant. Et pourtant, ils ont un très bel effectif, l'Atlético. Et si on repart, voilà, j'ai un peu les palmarès. 2022, c'était le Real qui était champion. 2023, le Barça. L'année dernière, le Real. Bon, cette année, c'est le Barça, le Real. Bon, 2021, il y a l'Atlético. Et 2021, c'était l'Atlético. Et après, c'était reparti Real, Barça. Bon. Mais à part ça, oui, peut-être on peut juste se dire en termes de qualité de niveau de jeu, on retrouve, on va dire, peut-être du plaisir à voir jouer. Le Real, je trouve que c'est efficace. De toute façon, sous Ancelotti, je trouve pas que ce soit beau à voir jouer. Mais c'est efficace. Voilà, je pense que j'ai dit. Mais ça reste efficace. Ouais. Et par contre, ce que j'aime bien sur le Real, en cas d'Ancelotti, de manière globale, en cas sur les dernières saisons, c'est qu'il y a toujours des ressources en fait. Le Real arrive toujours à trouver des ressources. Et même quand il y a il y a eu pas mal de blessés cette année, et ben les remplaçants ont fait le taf et il a toujours trouvé la bonne formule. Et ça, je trouve que c'est vraiment un grand coach pour ça, Ancelotti. Restons sur le Real Madrid. Kiki de Bondy, Kylian Mbappé, 33 buts, toutes compètes confondues cette année. Est-ce que c'est devenu le leader offensif de cette équipe du Real? Tu avais dit Yanis qui prenait beaucoup de place, peut-être au détriment de certains joueurs. Est-ce que tu as l'impression que c'est devenu vraiment le leader offensif, et est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Ouais, c'est devenu leader offensif. Moi, j'ai jamais douté depuis le début de son arrivée au Real de Madrid. Depuis le début de saison, on l'a beaucoup critiqué. Est-ce que ça va vraiment le faire? J'avais aucun doute là-dessus. Et voilà, il a bien pris sa place. Maintenant, c'est vraiment le numéro 1 offensivement. Tous les ballons, ils passent par lui. C'est lui vraiment qui a ce leadership. Et il prend de plus en plus de place. Là, je pense que définitivement, sur la durée, c'est lui qui prendra les pénaltys. S'il progresse sur les coups francs, il devrait aussi les prendre, sachant qu'il n'y a plus vraiment de grands tireurs de coups francs. On a Modric, bon, Kroos il est parti, Modric il va probablement partir en fin de saison. Il n'y aura pas un grand tireur de coups francs. Après, tu as Ceballos aussi qui est intéressant, mais sur l'avenir, ce sera vraiment lui the leader. Après, est-ce que c'est une bonne chose? En tout cas, les résultats parlent en sa faveur. C'est une équipe qui tourne bien, que ce soit en Champions League, on l'a vu, même s'il n'est pas ultra tout le temps performant. Il y a eu des coups de moins bien, je pense notamment à Liverpool, ou même contre l'Atlético Madrid, c'était pas forcément le leader absolu dans le jeu, c'est pas forcément lui qui a réussi à faire les différences les plus importantes, mais ça va peut-être venir avec le temps. En tout cas, ce qui peut poser problème, c'est qu'il peut y avoir un peu de frustration sur la ligne d'attaque. Je sais qu'un mec comme Rodrigo, je pense pas que c'est quelqu'un qui va poser des problèmes. Rodrigo, il a toujours été un peu... pas l'outsider, mais un peu le backup du trio d'attaque, même à l'époque de Benzema. Donc un gars comme Rodrigo, je le vois pas poser de problème, mais par contre en termes d'ego avec Vinicius, lui qui a failli obtenir le Ballon d'Or, lui qui a un rôle qui avait sûrement après le départ de Benzema le rôle le plus important au Real de Madrid, c'était vraiment lui le leader de l'attaque. En tout cas, je pense qu'entre Vinicius et Mbappé, bon après on n'est pas dans les vestiaires, mais à un moment donné,
vous savez comment ça se passe quand tu as des égos comme ça, des joueurs aussi importants dans une équipe. C'est compliqué d'établir une hiérarchie, sachant que Vinicius, il était là avant Mbappé. Donc sur la durée, ça risque de poser problème. En termes de résultats sportifs, en tout cas, le Real Madrid est performant. Avec un Mbappé et même un Vinicius à un moment donné qui était blessé sur une durée. Donc en termes de résultats sportifs, je pense pas que ça aura de conséquences. Mbappé, il tient bien son rôle et il est très efficace. Donc voilà. Bellingham, comme c'est un milieu de terrain, c'est différent. Donc Bellingham, je pense pas que ça va poser problème, mais c'est vraiment un plus avec Vinicius que ça peut poser du tort. T'en penses quoi, Steven ? Alors, moi, pour poser ces questions, à mon sens, je pense que le Real Madrid doit garder son ADN, et c'est-à-dire ne pas forcément avoir un leader offensif. Et moi, je parlerais de plutôt plusieurs profils complémentaires. C'est plutôt ça qu'il faudrait avoir. C'est-à-dire que si tu as Mbappé fort, mais il faut aussi que tu aies 2 autres joueurs ou 3 forts aussi à côté de lui, parce que le Real Madrid, c'est aussi ça. Si on n'a pas un jeu collectif huilé et très fort, donc forcément, il faut des individualités très fortes pour faire la différence. Et à mon sens, au Real Madrid, ça fait très longtemps que ça ne repose pas sur un seul joueur. Même quand effectivement on avait un Cristiano Ronaldo au top, il y avait quand même un Benzema ou un Bale ou d'autres joueurs pour pouvoir aussi prendre la relève, quoi. Tu vois ? Et je trouve que pour moi, le Real ne doit pas perdre ça, à mon sens. Le Real ne doit pas perdre ça. C'est-à-dire que même s'il ne faut pas qu'un Mbappé performant empêche d'autres joueurs, que ce soit Vinicius ou un mec qui le remplace, ou Bellingham, enfin peu importe qui, ou Rodrigo, mais il ne faut pas justement que ça faut pas qu'il y ait trop, à mon sens, un gap. Parce qu'effectivement, si un joueur prend trop de place, alors c'est bien qu'à la lumière, c'est pas bien qu'il n'y a plus de lumière, quand ça va, mais c'est surtout qu'à un moment donné, on peut aussi déresponsabiliser les autres joueurs aussi. Et quant au Real Madrid, à mon sens, et le Real Madrid a toujours été comme ça historiquement, c'est d'avoir des joueurs en attaque complémentaires mais qui soient forts. C'est-à-dire que tu dois aligner et surtout pour maintenir cette concurrence. Tu vois, si je fais à un moment donné un petit passage avec d'autres clubs aussi en attaque, des fois on manquait. Enfin, l'absence de concurrence a fait aussi que certaines équipes, certains joueurs sont aussi reposés. Voilà. Ouais. Hashtag un peu le PSG ou d'autres. D'accord. Voilà. Non, mais on l'a vu. Et c'est ça pour moi qui est intéressant. Et le Real Madrid, pour moi, doit toujours être dans cette. C'est-à-dire dans le niveau. Mais après, tant mieux. Tant mieux si effectivement il y a des leaders, plusieurs leaders, etc. Ouais, mais à mon sens, c'est ça. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais le fait qu'il y ait Mbappé et Vinicius. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en a un qui se mette au diapason de l'autre, un peu comme on l'a vu avec Benzema et Cristiano Ronaldo. Parce que tu disais qu'il faut qu'il y ait toujours des joueurs performants, mais Benzema il a dû se mettre, on va dire, en retrait pour se sacrifier pour Cristiano Ronaldo. On a beaucoup parlé qu'il s'est mis en retrait, mais après, de sa personnalité, de son jeu aussi, Benzema, déjà pour moi, c'est toujours été une sorte de 9-10,5. C'est quelqu'un aussi qui fait jouer. C'est aussi quelqu'un qui a toujours fait jouer, mais quand tu regardes en équipe de France, il a jamais été, si tu veux, égoïste en tout cas. Non, il n'a jamais été égoïste. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où le départ de CR7, ça lui a permis d'éclore complètement son plein talent. Mais là, ce qui se passe, c'est que à côté de lui, le problème, c'est que tu as Vinicius et Mbappé, on va dire. Regarde, à l'époque, tu as une hiérarchie, on va dire. À l'époque, quand il y a de la BBC, CR7, c'est vraiment le numéro 1. Ensuite, tu as Benzema et Bale. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, il n'y a pas de hiérarchie en fait, qui est définie entre Mbappé et Vinicius. Elle est en train de se dessiner toute seule, sachant que c'est 2 joueurs qui sont au niveau. Ils sont, on va dire, au même stade de leur carrière, on va dire. Donc, comment tu fais pour installer les deux au même endroit ? Parce que je comprends la volonté de garder une compétitivité à chaque poste, etc., très élevée. Mais là, il y a un problème, on va dire, en termes de compétitivité. Les deux sont au même niveau, on va dire. Mais comment tu fais pour qu'ils cohabitent ensemble ? Parce que tu as déjà eu une équipe. Bah oui, ça va cohabiter. Ça, c'est toujours eu des grands attaquants qui cohabitent ensemble. Oui, mais aujourd'hui, j'ai bien hiérarchie. Pas forcément. Tu peux avoir 2 attaquants performants qui sont ensemble. C'est rare, je trouve. Bah non, il y a déjà eu. Bah, il y a eu. Des attaquants performants avec le même niveau d'importance. Bah, je pense que tu as eu quoi, même quand tu as eu. Mais si je parle à York, Cole, Manchester, mais si tu as eu Henry. Arsenal, bon c'est vrai qu'après quand il arrive, mais quand il arrive, t'as qui Tu vas loin là. Tu vas loin. Non mais c'est vrai, tu peux te mettre d'accord. Mais après le foot il a changé. Maintenant voilà, aujourd'hui on veut absolument avoir un mec, on dirait c'est le Mac. Non, c'est pas le Mac, c'est juste le leader. Le leader. T'as besoin d'avoir un leader. T'en as toujours, t'en as partout. Regarde le PSG, c'est Dembélé. Si ils ont tout, t'en as partout. T'as pas de leader là au PSG. T'as pas de leader. C'est Dembélé. Que tu le veuilles ou non, c'est Dembélé. Non mais je veux dire, c'est qu'effectivement tu vas voir un joueur. Et c'est le départ d'Mbappé qui a permis à Dembélé d'éclore. Qui va être un peu plus performant, il éclore, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un leader. Là, c'est tout ce qu'on voit de l'extérieur. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'un joueur que lui. Non, mais là, pour toi, donc tu pour toi, Vinicius. Si, c'est le leader. C'est pourquoi ? Parce que, par exemple, dans le match contre Liverpool, par exemple, c'est l'un des. Offensivement, il est resté jusqu'à la fin du match.
Oui, donc si c'est un signe que il est important, qu'il est peut-être un peu plus important. Il est un peu plus important que les autres, et c'est pas grave. Et c'est pas parce que c'est un sport collectif qu'il faut pas qu'il y ait des individualités, bien sûr, qui soient entre guillemets plus mis en avant, ou en tout cas dans le devant de la scène. Bien sûr. Dembélé aujourd'hui au Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, c'est le leader d'attaque du Paris Saint-Germain. Tous les ballons passent par lui dans l'axe. Il attire les ballons. Benzema en 2022, c'est joueur très collectif. Il n'y a pas attaquant plus collectif que Benzema. Mais c'est le leader d'attaque du Real Madrid. Voilà. En tout cas, quand tu mets Benzema et Vinicius qui ont un très bon rendement, moi ça me choque pas plus que ça. Oui, mais c'est Benzema qui est en avant. C'est Benzema c'est Benzema le leader et Vinicius le lieutenant. C'est comme ça que. C'est comme ça. C'est naturel. C'est comme ça. Quand Benzema il est parti, Vinicius il a éclos. Si Benzema il avait été là, jamais de la vie on aurait parlé de Vinicius Ballon d'Or. Parce que justement, comme il s'appelle, il y a un trou, lui il le prend, et surtout parce que derrière voilà, il c'est ça, était aussi accompagné. Et là, la différence c'est que Vinicius il était là. On va dire Bellingham, il se rapprochait de lui, mais bon, comme c'est un milieu de terrain, il va être moins mis en avant. Donc Vinicius, c'est lui qui prenait toute la lumière la saison passée, on est d'accord. Jusqu'à on a parlé de lui en tant que Ballon d'Or. Pour beaucoup, c'était le Ballon d'Or à la place de Rodri. Là, Mbappé, il arrive. Vinicius, il redescend d'un cran. Il state moins parce qu'il y a moins de ballons qui passent par lui. Donc, naturellement, c'est Mbappé qui prend le lead de cette attaque. C'est lui qui marque les buts. C'est lui qui prend l'ensemble de la lumière. Donc, comment tu fais pour qu'ils cohabitent ensemble ? Sachant que la saison d'avant, c'est comme si t'es rétrogradé. Là, toi, t'es directeur d'un poste. C'est comme si t'es rétrogradé en tant que... parce que t'as quelqu'un qui vient d'arriver. Moi, personnellement, je pense pas. Je sais pas s'il le pense comme ça, tu vois, parce que pour moi, c'est très correct ce qu'il fait en termes de stats Vinicius. Cette année ? Ouais, que ce soit en passe D et ses buts, je trouve que c'est correct. Cette année en Liga, c'est compliqué. Non, il est moins bon. Non, mais je trouve que c'est correct ce qu'il fait. En tout cas, lui, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est correct ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est correct ce qu'il fait. Je trouve que c'est correct. Mais après, il y a une solution. Il a qu'à partir et puis c'est tout. Non, mais c'est ça que c'est l'histoire, je pense. Oui, voilà. Malheureusement, c'est qu'il y a une cohabitation qui est trop compliquée. Après, c'était déjà prévu aussi comme ça. Peut-être. C'était peut-être déjà prévu parce que si on sait que lui il vient, que Mbappé il vient pour le côté gauche et Vinicius c'est côté gauche, il sait qu'à un moment donné il y aura effectivement entre guillemets conflit. Voilà, après de toute façon on en parle, on va en parler je pense de plus en plus d'un départ de Vinicius. Moi comme je dis, on peut aussi parler d'un départ de Bellingham. Enfin, pour moi, je pense que ça peut avoir du sens. Pourquoi il partirait Bellingham ? Moi, je pense que ça n'a pas eu sens. Non, mais je pense pour autre chose. Ça n'a pas avoir de sens. Pour quelle raison il partirait Bellingham ? Moi, je pense qu'après, tu veux renouveler, etc. Je pense que ça peut du sens. Pour moi, je vous dis, pour moi, si on entend des choses parler. Mais il est hyper jeune en plus. Non, mais pour moi, je veux dire que si on entend ça aucun sens. Si prochainement, il part, ça n'a aucun sens. Et en plus, au milieu de terrain, ça peut être une vérité de départ aussi. Au milieu de terrain, moi, je comprends pas ton raisonnement parce qu'au milieu de terrain. Non, mais lui, il pourrait ne pas avoir de vérité de départ. C'est lui le numéro 1. Non, il a aucun intérêt à partir, Steven. Pourquoi il partirait ? J'ai juste dit que c'est possible qu'on en entende parler. J'ai juste dit ça. C'est possible qu'on entende parler que peut-être les gars vous aussi des vérités de départ. Je ne sais pas. J'ai juste dit qu'on pourrait entendre ça. J'ai pas dit qu'il partirait. J'ai dit que moi ça me choquerait pas si on entend que lui aussi. Pourquoi il s'entend pas avec Mbappé, c'est ça ? Ah, je ne sais pas. J'ai juste dit que c'est pas impossible en tout cas. Mais en tout cas, dans tous les cas, si on revient là-dessus, oui, la solution, ce serait que l'un des deux parte, c'est tout. Après, comme ça, c'est réglé. Je veux dire, il faut pas non plus tourner le truc en. En tout cas, le sens de l'histoire fait effectivement que le club, peut-être a envie de mettre Mbappé en avant et c'est sûr. de faire de lui le nouveau boss de l'équipe. Et ce que je dis, s'il recrute quelqu'un qui remplace Vinicius, il faut juste que ce soit quelqu'un. Qui state moins ou qui mais de toute façon dans l'histoire c'est vrai que t'as deux joueurs qui étaient on va dire au même niveau récemment on va dire à Liverpool, c'était vraiment Mané Salah et ça c'est pas bien fini, c'est toujours compliqué. On va dire Salah il avait un peu le lead quand même, mais bon à un moment donné Mané il avait repris un peu le flambeau, c'était un peu compliqué, parfois il y a eu des moments un peu... Mané, pourquoi il part? Ouais c'est vrai, ça peut pas tenir, c'est compliqué, mais ça a tenu longtemps quand même. Ouais, ça a tenu, c'est vrai, ça a tenu, mais c'est compliqué, c'est rare. Au final, Mané il part parce que il avait pas la reconnaissance qu'il voulait. Voilà, c'est comme ça. Mais ça fait partie du game. On va conclure cette page football, les gars. Et pour terminer l'émission, on va parler sport de combat, Yanis. Et tout d'abord, un point sur le MMA, l'actualité du MMA. Actualité MMA. Avril 2025, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a des événements en mai qui arrivent qui sont intéressants. Il y a le KSW, l'une des plus grosses organisations du monde.
C'est probablement les numéros 1 en Europe. Là, ils arrivent en mai pour un nouveau show. Ils étaient venus en décembre, ça a été une grande réussite. On avait eu la confrontation pour le titre des 70 kg entre Saladin Parnasse et Wilson Varela, 2 Français qui étaient numéro 1 et 2 dans l'organisation polonaise. Donc Saladin Parnasse avait gagné par TKO au deuxième round, mais c'était un très gros show. On avait eu une autre confrontation franco-française entre Romain Desbiennes et Mickaël Lebou. Mickaël Lebou avait gagné à la décision. Mickaël Lebou qui est un ancien, qui a 35 ans passés. Desbiennes qui a 27-28 ans. C'était un peu la confrontation entre le jeune et le vieux. Donc c'était un très gros show qui a très très bien fonctionné. Donc le KSW va revenir en mai. On a aussi le PFL qui revient en mai à Paris avec une signature de l'UFC française qui a signé au PFL. Taylor Lapidus, une figure emblématique du MMA français, a signé au tu connais, ça va ? Ouais, ça, j'en ai entendu parler. Ouais. Donc voilà, c'est une grosse signature pour le PFL. Donc il vient en co-main event, je pense. Bon, la carte elle n'est pas encore sortie, mais il devrait être vraiment dans les derniers combats parce que Taylor c'est commentateur de RMC, c'est une grosse tête d'affiche, l'un des plus grands talents français qui a un bilan quand même irréprochable, on pourrait dire. Je crois qu'il a que 4 défaites et une vingtaine de victoires, avec très peu de dégâts pris dans sa carrière. Il n'a jamais pris de KO. Très peu de dégâts. Il a jamais pris de knockdown. C'est ça. C'est un combattant très stratégique qui peut, pour certains, être ennuyant. Mais en tout cas, c'est une grosse signature pour le PFL. On a aussi Patrick Abirora. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Le Belge, là. Le Belge, là, tu commences à te connecter avec le MMA. Qui sera aussi présent sur la carte. Donc, on a des beaux shows qui se préparent en mai. Donc, ça va être intéressant. Moi, je voulais faire une petite parenthèse. Comme le PFL arrive, et je voulais votre avis aussi, comme le PFL arrive, le PFL, on pense directement à Cédric Doumbé qui a participé aux éditions précédentes. Et moi, je vais faire un petit bilan un peu de son poids parce qu'il n'est pas sur la carte. Je comprends pas. Non, je comprends pas. Le PFL revient. Ça fait 1 an qu'il n'a pas combattu. Ça fait 11 mois plus précisément. Le dernier combat, c'était en mai contre Jalil Willis après sa défaite contre Baysangour Shamsudinov. Donc voilà, il voulait récupérer un verre rapidement comme il avait perdu contre Baki. Et là, je comprends pas. Je regardais la carte. Pas de Cédric Doumbé. Je voulais faire un petit bilan après 3 ans et demi. On savait qu'il serait pas sur la carte. Il était pas en condition là dernièrement. Comment tu peux savoir qu'il est pas sur la carte? Ça fait 1 an qu'il a pas combattu. Ouais, mais là on le voyait un petit peu partout là-bas, se balader. Écoute, moi je voulais juste faire un petit bilan parce que après 1 an d'absence dans la cage, ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'il a fait sa transition MMA. C'est en 2021 qu'il fait son premier combat MMA à Dubaï où il gagne par TKO. Donc moi je voulais un peu votre avis sur au bout de 4 ans, est-ce que vous, en tant que regard un peu spectateur, un peu grand public du MMA, qu'est-ce que ça vous entend, cette absence, on va dire, de 1 an, sachant qu'il a 30 ans passés, qu'il avait quand même de grandes ambitions dans le MMA, il n'a pas forcément répondu présent. Moi, je veux un peu votre avis, après je vais un peu plus détailler. Écoutez, moi ce que j'en pense, c'est que Doumbé, il n'a jamais caché en plus. Lui, il veut faire de l'oseille. Il veut faire de l'argent, c'est pour ça qu'il est allé au PFL et pas à l'UFC. C'est quelqu'un qui a un rapport à son sport qui est assez particulier dans le sens où c'est pas un gros bosseur, c'est les combats, on sait que les préparations c'est compliqué, que c'est pas ce qu'il fait le plus kiffer, et surtout il a beaucoup parlé de son après-carrière, du cinéma, la comédie, l'acting, les réseaux sociaux, YouTube, il a même une chaîne. Donc en fait, c'est un mec qui a toujours été ouvert à d'autres horizons, et moi j'ai l'impression que toute la fame qu'il a eue ces dernières années, en fait, autour des sports de combat, pour lui, c'était pas son goal. Lui, c'était juste une sorte de marchepied pour arriver à ses vrais objectifs qui sont peut-être hors sport de combat, qui est la comédie, les réseaux sociaux, tout ça. Pour lui, toute la fame qu'il a construit, ça lui a permis en fait d'accéder à des choses auxquelles il avait peut-être pas accès il y a 4, 5, 6 ans. Et du coup, moi je pense qu'il a fait tout ce charbon-là pour s'ouvrir les portes.
Et aujourd'hui, bah, il est là où il veut être. Et voilà, peut-être qu'il a plus trop d'intérêt en fait à se salir le short, comme on dirait, et à combattre et à prendre des coups, quoi. Voilà. Donc pour moi, je suis absolument pas surpris. Hein. Je suis absolument pas surpris de voir ça. Non, ok, je comprends, j'entends ce que tu dis. Mais alors, pourquoi le gars il va arriver Le gars, en 2020, il nous annonce transition MMA, je vais être le premier champion de l'UFC français. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est bon. C'est parti de la com. Moi, je répète juste ce qu'il a dit. Il nous a dit ça. Donc, il devait signer à l'UFC et c'était prévu. En septembre 2022, il avait son combat prévu. Il a eu un problème médical qui a fait que le combat a été annulé. Ok, pas de souci. Donc voilà, il fait sa transition tranquille, il prend ses combats tranquille, il met les KO des pecnos qu'il prend, tu vois. Bah, non, ça se dit pas avec respect que j'ai pour les combattants, mais c'est des combattants de seconde zone comparé à Doumbé, tu vois. Il prend ses mecs, il fait sa petite carrière tranquille. Ensuite, un jour, il commence à nous dire qu'il va, voilà, il hésite. Il hésite entre le Bellator, entre l'UFC, etc. Que voilà, il réfléchit. Finalement, il choisit le PFL. On a dit, ok, vas-y, tu choisis le PFL. D'accord, il paye pas assez, même si nous a banane avec l'histoire du vote, tu signes nous, etc. Tout le monde a dit l'UFC, mais lui choisit le PFL, vas-y, c'est pas grave. On a dit, ok, tu vas pas à l'UFC, tu nous as dit, tu vas taper Khamzat, Léon Edouard, Ousmane, vas-y, ok, tu vas pas à l'UFC. Donc il va au PFL, il nous dit, il va faire le tournoi à $1 million. Le tournoi à $1 million, faut savoir, c'est un tournoi très compétitif. C'est même si c'est pas des mecs connus, ils sont très forts. Il nous a dit ça, on a dit, bon, on a hypé, on attend le tournoi à $1 million. Au début, il est prévu sur la carte, tac. Finalement, il le fait pas. Il nous dit, oui, bon, déjà, ça fait 2 déceptions. Tu nous parles de l'UFC, ensuite, tu nous parles du PFL à $1 million, tu le fais pas. Ok, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Il a dit, ok. Après, il nous dit, bon, je fais mes one-shots, etc. Je prépare ma carrière. Ensuite, il nous a dit, ok, bah, je vais viser la ceinture du PFL. Du Bellator. C'est lui qui l'a dit il y a 1 an. Il a dit, il va taper Jason Jackson, il va taper Anthony Pettis et il va défendre sa ceinture contre Umalatov Magomed. Il a dit ça il y a 1 an. Et on en est où 1 an après? Il nous a banane sur le tournoi à $1 million. Il nous a banane sur le FC. On a dit ok, tournoi à $1 million. Il n'y a jamais eu de tournoi à $1 million. Il a jamais fait le tournoi à $1 million. Faut que tu me dises c'est qui le nous, hein. C'est qui le nous? C'est les fans alors, de MMA. c'est une théorie que j'ai. Alors voilà, j'ai aucune preuve de ce que j'avance. C'est vraiment c'est de la supputation pure et dure. Peut-être que le combat contre Baki, ça l'a un peu secoué. Enfin, peut-être qu'il s'est rendu compte que son niveau, il n'était pas aussi élevé qu'il le pensait. Non, je sais pas. Je sais pas parce que. Il est en mode trauma. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a une. Il est vendu. C'est vrai. Non, mais je sais pas parce que j'ai l'impression qu'il y a une cassure après ce combat. Ouais. Et c'est après le combat qu'il dit qu'il va chercher la ceinture du Bellator. Mais peut-être que t'as pas tort aussi, tu vois. Moi, justement, par rapport à tout ce que tu disais, et moi, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que on se rend compte dans sa stratégie qu'effectivement, lui, il a toute sa carrière au kickboxing. Ouais. Il a tout eu. Et après, une fois qu'il va au MMA, c'est là qu'il commence l'entertainment. Il ouvre sa chaîne YouTube. C'est en fait exactement. C'est tout le rouage au même moment. C'est-à-dire qu'il ouvre sa chaîne en 2022. Il fait des vidéos, etc. Du trash talking. Il commence ensuite. Alors, ce qui était intéressant tout à l'heure, tu as parlé des choix. Et j'ai noté pourquoi il avait fait son choix. Parce que du coup, j'ai fait galère. Et écoutez pourquoi il a expliqué sa décision du PFL. Et ça, je trouvais ça intéressant. Tu vois, il disait que financièrement, c'est plus avantageux, mais surtout qu'il y avait une meilleure liberté créative. C'est ce qu'il disait. Ouais. Et il disait que le PFL, donc même si c'était bien réputé, tu vois, c'est qu'en fait il y avait moins de contraintes contractuelles concernant les sponsors et les activités en dehors de la cage. Un atout pour Doumbé qui mise également sur sa présence médiatique et ses activités en ligne. C'était au moment de la signature. Quand il signe, il n'est pas dans une optique pour sportive. Moi, uniquement sportif. Bah oui. Il est déjà dans un business. Bien sûr. Il y a des gens, voilà, qui sont dans une sorte de monothéisme doumbien là, qui pensent que bon voilà. Mais en fait, le gars, il est déjà. Non mais d'accord. En fait, vous me parlez que d'extra sportif. D'accord, il est dans son délire PFL. Mais à la fin, mais pourquoi il nous... D'accord, il y a pas de souci. Mais c'est juste un cheval de Troie, c'est tout. Non, mais je suis d'accord avec ton histoire de voilà, il a plus de liberté créative, etc. pour le business, etc. Ok, mais très bien. Mais pourquoi tu nous dis que tu vas faire le tournoi à $1 million? Pourquoi tu nous dis ensuite que tu vas viser la ceinture? Donc il va continuer là-dessus. Mais alors, sportivement, si on se concentre uniquement sur l'aspect sportif, sa carrière MMA est très compliquée alors, les gars. Parce que quand tu regardes les mecs qu'il a tapé, parce que l'autre fois tu m'as dit quoi? Tu m'as dit oui, mais il a gagné par KO, mais il a gagné contre qui?
Contre qui, explique-moi. Kilmas, Pavel Kilmas. Tu connais Pavel Kilmas? Il est classé combien dans le classement MMA? Il est ultra loin. Il a tapé qui d'autre? Il a tapé Bourillon. Bourillon, il avait pas combattu depuis 2 ans, 3 ans MMA. Son CV, c'était je me suis entraîné avec Khamzat Chimaev. C'est quoi ça? Attends, j'ai pas fini. Il a tapé Title Shy. Title Shy en 77 kilos, alors que c'est à la base, il combattait en 70 kilos. Il l'a tapé. Mais et même son bilan même à Title Shy, il combat à l'Ares. Il combat à l'arrêt, s'il te plaît. Il a tapé qui alors, s'il te plaît? Il a tapé Zebo, je te rejoins. Zebo, c'est peut-être son plus grand accomplissement sportif. Il faut savoir que Jordan Zebo, c'est pas the combattant exceptionnel dans le MMA, mais c'est son plus grand accomplissement sportif. Le mec qui nous parle de Khamzat Chimaev, de Kamaru Usman, de Holloway Edward, quand tu regardes sa carrière, il a tapé qui? S'il te plaît. Ouais, mais attends. Oui, mais il a 6 victoires par KO, mais il a tapé qui? Regarde les mecs qu'il a tapé, s'il te plaît. D'accord. Il a aucun nom clinquant. Mais encore une fois, le gars, il vient MMA, comme je te disais, il est nouveau. Donc forcément déjà il peut pas battre les têtes d'affiche, il peut pas il est obligé. Mais en même temps, comme je te dis, il est plus nouveau maintenant. Regarde, toi t'as continué à le suivre. Mais pour qu'un mec comme toi continue à le suivre, il est obligé de balancer des trucs, il est obligé de dire ouais t'inquiète, vous inquiétez pas, je vais vous donner ce que vous voulez. Parce que pour sa fanbase continue à le suivre. N'oublie pas, pour que sa fanbase continue à le suivre, si il y a 2 ans il te dit ouais je fais pas ça, tu le suis plus. On est d'accord? Donc t'as continué à le suivre parce que... Et là je vais te dire quoi, les mecs vont continuer à le suivre parce que là il semble en tout cas que en cas Baki ait parlé du combat en fin d'année, etc. Lui aussi il a annoncé qu'il y aurait la revanche peut-être fin d'année 2025. J'imagine qu'une fois qu'il va annoncer ça, enfin si ça a annoncé, les gens vont recontinuer à le suivre. Et les gens auront oublié que ce que tu dis qu'il est pas sur la carte du PFL, je pense. Non? S'il annonce le combat... qu'est-ce que il nous a dit la revanche contre Baki... Premier trimestre 2025. Non. Ensuite, il a dit deuxième trimestre 2025. Mais frérot, ça y est, on est passé à autre chose. Là, on est sur fin d'année 2025. Ouais, d'accord, après ça va être 2026, après il aura 40 ans. Attends, tu sais, il a quel âge Cédric Doumbé? Il lui reste 2 ans dans la MMA. Cédric Doumbé va avoir 33 ans, il lui reste 2 ans et demi, 3 ans. Il y a un âge limite. C'est pas qu'un âge limite, mais déjà, Doumbé, c'est pas un mec qui va aller pousser dans les airs, parce qu'il faut savoir que Cédric Doumbé, il a commencé quand même assez tôt les sports de combat, même s'il a pas de séquelles. Mais je veux dire, physiquement, quand tu vois que le mec il est monté à 105 kilos. Il est monté à 105 kilos récemment. Il y a encore 2-3 mois, il était à 105 kilos et combat en 77 kilos. C'est professionnel, en fait, ça. Avec tout le respect que j'ai pour... C'est un grand athlète, mais c'est professionnel de monter à 105 kilos alors que tu commences à 77 kilos. Ça veut dire que t'en as rien à battre du MMA en fait. Donc déjà... justement, c'est d'accord. Mais alors dis-le, regarde la caméra, fais une interview, tu dis... Je suis, mon gars, s'il le dit. S'il le dit, il va arrêter. Et arrête de nous parler de titre contre Jason Jackson qui est plus champion d'ailleurs il y a 1 an. C'est juste ça qui me dérange, moi. Il est obligé pour que tu continues. Enfin, pas toi, mais d'autres continuent à le suivre. Donc il est obligé de sportivement en tout cas. Garder un peu cet intérêt. Il faut garder ça. Le gars, il a une chaîne. Il a des vues à conduire. D'accord, mais là, il a lancé un nouveau concept, au fait, d'ailleurs, sur sa chaîne. Là. Vous avez vu le nouveau concept? Il invite des invités. Le dernier, c'était pas Maître Gims, Black M. Donc là, maintenant, il est sur un nouveau truc qu'il teste. Mais donc, on est d'accord que sportivement, c'est très moyen. Mais si on parle de l'aspect sportif, moi je m'en tape de l'argent sur l'aspect sportif, parce que toi tu me dis il a mis des KO. Il a fait le taf, il a fait ses combats. Il a fait le taf de quoi en MMA? Mais il a fait quoi? Il a combattu au MMA GP. Il a eu une défaite. Ça va jusqu'à quand son contrat PFL? Il avait signé 2 ans la première fois, après il a prolongé. Ce qui fait que je pense qu'il doit être attaché encore 2-3 ans avec. Le mec il choisit ses combats. Il choisit ses combats de toute façon. Non mais le gars il a fait, si on prend les stats, on va être sur des pures stats. On est là pour on est sur un sport individuel. Moi ce qui m'intéresse que les stats. D'accord. Il y a combien de ceintures? Il y a combien de ceintures? Non mais là regardez les victoires. Non mais les victoires, moi aussi je peux lancer une carrière dans le MMA, je prends que des mecs et je les tape. Je sais que je prends des mecs que je tape et basta, je dis je suis 10-0. Bah c'est bon. Après tu fais des vidéos comme lui, tu fais une reconversion, tu dis écoutez les gars, tu mets avec le matelas, tout ça et c'est bon. T'as pas besoin de te faire autre chose. T'as gagné le gars. Moi je te parle sportivement. Aujourd'hui, il est allé. Moi, je t'explique ce qui s'est passé. Il est allé. Il a fait 3-4 combats au MMA GP. Il a gagné ses combats contre des mecs qui ont un niveau quand même qui est relativement par rapport au circuit mondial, par rapport au circuit dont lui nous parlait, relativement faible. Même par rapport au niveau national, c'est pas des mecs qui font partie des meilleurs, même au niveau français. C'est pas des mecs qui font partie soit les Vincent Bourillon, Title Shy, avec Kilmas. Il a tapé un Title Shy qui était même pas dans sa catégorie. Il a galéré à le battre. Bref. Et quand tu regardes son bilan au niveau mondial, on va dire sur la scène internationale, tu regardes au PFL, il a tapé Jordan Zebo. On va dire que lui, il peut un peu faire partie du gratin français, on va dire, mais pas européen. Et il a tapé... comment il s'appelle, j'ai oublié.
le Ricain. J'ai oublié son prénom. Oui. Et voilà, et donc ça veut dire au PFL, on va dire sur la scène mondiale, son bilan c'est 2-1. Et me parle pas du MMA-GP parce que c'est la scène régionale, ça m'intéresse pas. C'est un petit show. Sur la scène mondiale, il est en 2-1, dont une défaite contre Baïsangour. Il va avoir 33 ans au mois d'août. C'est un arriviste, le gars, il vient d'arriver. Donc il lui reste 2 ans, on va dire, parce qu'en 77 kg, c'est pas comme les poids lourds. Les poids lourds, ils peuvent pousser jusqu'à 37, 38, 39 ans. Doumbé, il va pas pousser jusqu'à. Et sachant que Cédric Doumbé, il faut savoir que c'est un gars, en tout cas, il s'entraîne uniquement quand il a des combats. Si tu regardes, si t'es monté à 105 kilos, c'est que t'es pas un mec, tu t'entraînes tous les jours. Donc le mec s'entraîne même pas. Vraiment, là, j'ai vu qu'il a repris les entraînements parce qu'il essaye de diminuer son poids. Je pense qu'il vise un retour peut-être à la fin de l'année. Mais un an d'absence, quand il y a un an pile, tu nous parlais du titre des Bellator. Moi, je trouve que sportivement, parce que toi, tu vas me parler des statistiques, il a mis des KO. Quand tu regardes sur la scène mondiale, ce qu'il a fait, c'est très faible par rapport à l'annonce. Voilà, je suis d'accord. Mais moi, je suis d'accord, tu vas pas taper les Ramzat, mais à un moment, propose quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous ramènes Anthony Pettis dans la cage, tu dis, vous faites du trash talk, ouais, on va se combattre, etc. Le combat, on n'avait jamais vu le jour. Et communique, je sais pas, explique-nous pourquoi il n'y a pas eu de combat contre Anthony Pettis. Dis-nous, t'es blessé, il devait combattre en décembre à Lyon. Explique les choses. Il explique plus rien. Il devait combattre au PFL Lyon, non? PFL Lyon en décembre. Mais c'est pas là où il a offert les contrats, là, il a fait Doumbé Decide ou Decide. Maintenant, il faut savoir que ce mec-là, il va faire la série LOL sur Amazon Prime. Il va probablement faire sur la série Netflix. En gros, il y aura un peu dans le même délire que le truc de rap là où ils gagnent 100 000 euros, les mecs. Ouais. Comment ça s'appelle Nouvelle École. Il aura Nouvelle École version MMA et il fera partie du jury. Il a sorti son livre aussi. Il a sorti un livre autobiographique. Donc il va encore sortir un peu du cadre, on va dire, combattant. Donc à un moment donné, c'était le but. Pour finir, moi je suis un peu, en tout cas sportivement. Mais attends, sportivement, c'est vrai. Termine Steven, après on conclut l'émission. Sportivement, effectivement, si on rejoint que le truc sportif, il a suscité beaucoup d'attentes, il a beaucoup parlé. Et effectivement, maintenant il s'est retrouvé prisonnier de ça par les vrais sportifs, en tout cas qui le suivent. Mais aussi, il faut dire que lui, il a gagné tout un public non sportif qui vont le suivre pour autre chose. Et là, je pense que c'était ça son but. Et c'est vrai que sportivement, il va décevoir, mais en même temps, pour moi, sa stratégie, c'est aussi de pas perdre de combat. Il a toujours dit que lui, ce sera le mec qui sera jamais éteint, si je reprends ces termes. Et effectivement, les mecs là contre Ramzat ou d'autres, à mon sens, il y a un risque qu'ils perdent. Mais il n'y a pas qu'un risque qu'il va perdre. Il a même pas le niveau là. Donc pourquoi tu dis il va pas y aller. Non, mais à l'époque, s'il serait entraîné comme il l'avait annoncé, etc., il aurait peut-être rivalisé contre ces mecs-là. Et je pense, mais encore, même c'est compliqué. Peut-être. Et même contre Baki, moi je pense que s'il n'y a pas l'écharpe, peut-être qu'il perd le combat, je pense, à mon sens. Et moi je l'annonce là pour finir. S'il y a une revanche contre Baki, il s'entraîne tous les jours. Baki, il a énormément progressé depuis le combat contre Doumbé. Doumbé, moi de ce que j'ai vu pendant une bonne période, il s'est pas entraîné. Il était beaucoup dans les shows, etc., les galas et compagnie. Il a repris les entraînements, je crois. Il y a pas si longtemps que ça. Et je pense qu'en termes de progression, Baki il a énormément progressé, contrairement à Cédric Doumbé qui a dû stagner parce que il y a pas forcément Lui, Baki, c'est un vrai sportif. Lui, c'est ce qu'il vit, c'est ça. Alors que Doumbé, c'est l'entraînement. Donc je suis même pas sûr que ce soit une bonne chose de faire une revanche en tout cas. Ok, on va conclure cette émission sur ce débat enflammé sur Cédric Doumbé. Oui. On va l'inviter. Invitez-le. Fera le buzz. Merci les gars pour cette émission. Le podcast qui sera disponible bien évidemment sur Spotify mais également sur YouTube. Et puis suivez-nous sur l'intégralité de nos réseaux sociaux en tapant le Bisport sur Instagram et sur TikTok. Voilà, on vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très vite pour du nouveau contenu. Salut à tous. Salut, bonne soirée.